Eh ben, c'est parti, du coup, pour la deuxième table ronde de ce Make Festival, enfin ce Make Fest. J'accueille du coup pour cette deuxième table ronde Clément, Ludovic, Marin, Magali et François. Merci beaucoup de nous rejoindre. Cette fois, on va parler de choses un peu plus concrètes. Donc, ça va être plus rapide vu qu'on est plus nombreux. C'est 5 minutes chacun pour information. Et on va parler de ce qui est possible de faire avec l'outil Make et des impacts que ça peut avoir sur les business. Donc, je vais laisser Clément commencer. Bonjour à tous. Donc moi, je vais vous présenter notre façon d'utiliser Make chez Atomic Digital Design. Donc, pour mettre un peu de contexte, Atomic Digital Design, c'est une agence spécialisée dans les expériences en réalité augmentée. Donc, j'ai mis un peu une petite vidéo qui vous montre un peu le type d'expérience qu'on produit chez nous. Donc, c'est une agence avec plusieurs départements, des départements de design, de dev, de 3D aussi, et de vente, de production. Et donc, moi, je me trouve dans le département opérationnel. Donc, il y a un département qui existe depuis peu de temps, qui a été créé justement pour se focaliser sur les process et donc les process entre chaque département, notamment. Et je vais vous présenter quelques scénarios là, donc sur l'écran qu'on a pu faire. Donc, il y en a beaucoup plus là aujourd'hui. On tourne à peu près à 20 scénarios actifs chez Atomic. Donc, il y en a pas mal. Ça fait à peu près 1 an qu'on utilise Make. Et ça a été une petite révolution chez nous. Donc là, dans ces petits exemples-là, il y a par exemple, donc en fait, tous ces scénarios-là aussi, pour mettre aussi un contexte là-dessus, c'est que justement, on le disait dans la table ronde avant, c'est que ça naît d'un besoin. C'est hyper important aussi. On fait pas des automatisations forcément comme ça, juste avec une idée. Faut qu'il y ait un besoin et qu'on ait une sorte d'objectif quand même. Donc là, par exemple, dans ces scénarios-là, on a un scénario de mise à jour de documents de prod. Donc c'est issu d'une idée où à un moment, on avait des choses à faire manuellement. On a voulu le faire automatiquement pour aussi gagner en qualité de data et aussi aller plus vite sur des tâches. Donc là, documents de production, ça veut dire on a des documents de production sur des Google Sheets. On a besoin de les mettre à jour sur d'autres outils. Et ben maintenant, c'est automatisé à partir d'un bouton. Tous ces data vont passer dans les outils automatiquement. On a aussi différents formulaires. Donc, par exemple, des formulaires d'envoi de factures de production. Ça, pour les équipes de prod, ça leur permet d'envoyer tout de suite à l'équipe de finance des factures. Et ces factures sont directement liées aux bonnes productions. Donc ça, c'est des choses automatiques aujourd'hui. Avant, c'était des emails, c'est des échanges d'emails avec des manques d'informations. Il fallait retrier, il fallait ranger dans les drives. Aujourd'hui, c'est automatique. On a un formulaire, on remplit les bonnes infos, ça part dans le bon drive, ça notifie les bonnes personnes et tout peut rouler. On a aussi des formulaires d'envoi de facture pour les prestataires. Donc, c'est un peu l'équivalent, mais là, côté prestataire. On travaille avec des freelances, par exemple. Les freelances peuvent accéder à ce formulaire qui leur est dédié avec des informations pré-remplies et ils peuvent envoyer leur facture. Tout est trié. Pour l'onboarding aussi, ça, c'est hyper intéressant. On a pas mal d'onboarding. On travaille pas mal avec des freelances, comme je le disais, avec des intermittents aussi. Donc, ça permet de mieux suivre tout ce qui est onboarding, avec toutes les tâches qui sont dans ces onboarding-là. Et on a d'autres types de scénarios qui peuvent paraître un peu plus simples, mais qui nous aident aussi pas mal parce que c'est répétitif, justement, donc on l'a automatisé. Donc, par exemple, là, sur la génération d'un Google Slide qu'on appelle Happy Monday, donc c'est quelque chose qu'on fait toutes les semaines avec toute l'équipe. C'est un Google Slide qui va répertorier plein d'infos sur ce qui s'est passé la semaine précédente pour faire une présentation le lundi suivant. Je peux vous faire un petit focus sur un workflow qui est hyper important chez nous, qui a hyper bien marché et qui nous a apporté beaucoup, justement. Donc, c'est un process qui est entre l'équipe de sales et l'équipe de production. Donc, ce que je vous présentais avant, justement, ça montrait ce que permettait de faire les automatisations, donc c'est-à-dire des connexions entre les outils aussi, bien sûr, mais aussi des connexions entre chaque département au sein d'une entreprise. Ça, c'est hyper important. Donc, par exemple, là, sur ce workflow Sales Prod, en fait, on travaillait avant avec un Notion. On travaillait avec Google Drive, avec des Google Sheets. Et donc, par exemple, l'équipe Sales travaillait sur Notion. Ils avaient leur pipeline dessus. Ils avaient leur CRM dessus aussi. L'équipe de production travaillait aussi dessus avec des pages de production.
avec les équipes aussi dedans. Tout était un peu mélangé. Tout était manuel aussi, donc on devait copier-coller des informations à la main dans chaque page Notion. On devait créer nos documents sur Google Drive à la main en récupérant les informations financières, les informations de nom, de projet, des clients, etc. Pareil sur Google Sheets. Donc, c'était assez laborieux, ça prenait du temps. On perdait aussi de l'information. La qualité de l'information était moyenne puisque tout était fait à la main. Donc, soit on nommait quelque chose différemment, on oubliait une lettre. Pire, on pouvait se tromper sur des chiffres. Donc, ça peut parler à d'autres personnes. Donc, ce qu'on a décidé, là, il y avait un véritable besoin justement d'amélioration de qualité, d'amélioration sur la vitesse d'exécution de ces créations de documents de production. Donc, on a décidé de rendre ça automatique. Donc, déjà, on est passé par une phase où on a changé d'outil pour les sales. Donc, ça, c'est annexe. Mais on a utilisé maintenant HubSpot pour la partie CRM et la partie pipeline de production côté sales, qui est un super outil d'ailleurs côté sales et même on va dire en no-code automatisation que HubSpot contient lui-même aussi des outils pour automatiser des choses. Mais là, on utilise aussi Make, donc à travers HubSpot et entre ce Google Drive et donc là, j'ai plus beaucoup de temps, c'est déjà passé très vite. Mais voilà, je vais vous faire une petite démo de comment ça se passe. Mais en gros, on démarre de HubSpot. Le sales crée son projet. Ça va générer les documents. Ça a coupé un peu, non? Alors, t'as fait fort. Aller couper son câble Internet parce qu'il avait dépassé le temps, franchement. Désolé pour ça avait fait. Mais juste voilà une petite statistique par exemple, sur ce scénario-là. Ça nous a permis de gagner sur une équipe de 8 personnes sur une année 144 jours de travail. C'est pas mal, en vrai. Ah, c'est pas mal. On peut plutôt faire là sur les économies en interne. Merci beaucoup. On est pas mal là. Merci à vous. N'hésitez pas, je l'ai mis à l'écrit. Si jamais des fois vous avez des questions ou autres, on essaye tous un peu de traîner dans le chat. On n'a pas le temps de prendre les questions à l'oral, mais on traîne dans le chat pour y répondre. Et bien, vu qu'on a déjà un peu perdu de temps, je vais laisser Ludovic, je vais te laisser enchaîner direct. Yes, donc hello à tous, moi je m'appelle Ludovic, j'ai une boîte dans la génération leads qui s'appelle Lead Workshop. Les scénarios que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est plutôt des scénarios que j'utilise pour mes clients pour faire en sorte de faire arriver leurs leads soit sur les outils de webinar qu'ils utilisent, soit sur leur CRM, leur système de gestion email, etc. Moi, pour le coup, je suis venu à Make pour une raison très simple. Par contre, je crois que mon partage d'écran ne fonctionne pas, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, nickel. Je suis venu avec pour une raison très simple, c'est qu'en fait, Zapier, quand on veut faire beaucoup de tâches, et moi, sur certains clients, je peux monter jusqu'à du 80 000 tâches par mois. Donc, pour le coup, c'est vite compliqué si je dois passer par Zapier, parce que pour le coup, les coûts sont vraiment très, très élevés. C'est principalement pour ça, on va dire, que je suis passé sur Make. Donc, je vais vous montrer différents scénarios que j'utilise pour mes clients. Là, c'est un client qui est tout simplement dans l'infopreneuriat, qui fait de la formation en ligne. Donc, en fait, on a tout simplement des pages qui nous permettent de générer des leads et qui, en fait, on a une succession d'actions qui vont se faire, notamment pour formater des numéros de téléphone, pour les envoyer sur des séquences email, SMS, etc., faire des audiences sur Facebook. Donc, ça, pour le coup, c'est des scénarios qui restent assez simples avec Make. Et après, on peut monter sur des scénarios plus complexes. Là, pareil, c'est pour un client, c'est quelque chose. C'est pour vous montrer qu'on peut faire quand même des choses qui sont très, très simples, comme disaient les autres intervenants tout à l'heure, avec du Make. Donc là, typiquement, ça les emmène sur un Google Sheets qui ensuite est connecté à son CRM et ça envoie automatiquement un SMS au client qui vient d'arriver. Donc ça, pour le coup, on est sur du simple. On est capable aussi de faire des choses qui sont beaucoup plus compliquées sur Make. Là, par exemple, typiquement, c'est pareil, c'est pour un organisme de formation. Je travaille avec pas mal d'organismes de formation. Donc là, en fait, il y avait une problématique qui était simple. Il y a des personnes qui réservent des appels, d'autres pas. Il y a des moments où les alternants qui, pour certains, s'occupent de traiter des leads entrants sont là à certains jours de la semaine, d'autres pas. Donc, pour le coup, en fait, on a un scénario qui peut paraître un petit peu compliqué, mais toujours pareil, si on le décompose et qu'on essaie de ne pas surcomplexifier la chose, on se retrouve avec des éléments qui sont assez simples. Là, notamment, c'est pour faire en sorte de faire arriver du lead sur HubSpot, donc des contacts sur HubSpot. Si des contacts sont déjà existants, on envoie des emails aux commerciaux qui les possèdent, etc. Donc, pour le coup, c'est
choses qui peuvent paraître un petit peu compliquées, mais qui, une fois qu'on est un petit peu dedans, sont assez simples. Je sais qu'au début, ça m'a pris beaucoup de temps pour comprendre comment fonctionnait Make. Ça, pour le coup, ça a été… j'ai trouvé que la courbe d'apprentissage sur Make par rapport à Zapier était quand même beaucoup plus élevée. Et là, je vais vous montrer, du coup, je vais vous faire un autre exemple avec un client. Là, c'est un scénario qui est encore un petit peu plus complet, qui se déroule même en plusieurs étapes. En fait, on génère des leads qui arrivent sur Typeform. Donc, c'est-à-dire que sur une page de capture, on a un formulaire Typeform qui est intégré dessus. On envoie différents documents légaux. Dans la gestion de patrimoine, il y a un document qui est obligatoire qui s'appelle un document d'entrée en relation. Donc, ça donne un petit peu une idée par rapport à ça. Donc voilà, c'est mis aussi automatiquement sur Brevo qui sert à gérer les emails pour le client. Ici, on a un système sur Make pour faire des bases de données. Et en fait, les leads sont répartis en fonction du montant de chaque lead. Parce que chaque lead sur le formulaire est réparti d'une certaine manière pour faire en sorte que les leads qui ont le plus haut potentiel, on les envoie vers les commerciaux les plus expérimentés, ce qui est plutôt logique et ce qui permet de maximiser l'efficacité côté client. Donc, c'est des choses qui sont… pareil, qui peuvent paraître un petit peu complexes, mais là, on est sur des choses qui sont plutôt simples. Pareil, j'ai des types d'automatisation avec des Calendly qui tournent. Enfin, l'idée, c'est de vous montrer un petit peu au global ce qu'on pourrait faire en tant que marketeur qui génère des leads, ce qu'on pourrait faire en termes d'automatisation. Et j'ai aussi d'autres choses, mais pour le coup, que je n'ai pas préparées, qui me permettent aussi de gérer les retours clients, etc., par rapport à tout ça. Donc voilà, j'essaie de faire quelque chose de court et de concis, histoire de vous montrer les différentes possibilités qu'on a quand on est sur la partie génération de leads. Eh ben, merci beaucoup. C'est bon pour toi, Ludovic? Oui, c'est bon pour moi. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont dû… mais tu as de l'avance. Il y a une question, du coup, je pense qu'on peut la prendre. Exceptionnelle, je n'aurais pas cru. Est-ce que tu as une idée du chiffrage du temps gagné, toi aussi, ou pas? Du chiffrage du temps gagné, c'est une très bonne question. En vrai, la plupart de mes clients sur ce genre de choses-là devaient passer 30-40 minutes par jour. Donc ça, tous les jours, multiplié sur une année, sur les 6 clients que j'ai. Donc en termes de chiffrage de temps, ça monte relativement vite quand même. Ok, bah, trop cool. Et bien, ma foi, ça… Pas forcément… oui, je vois qu'il y a une petite question sur gérer les emails marketing. Alors pour le coup, je n'envoie pas directement des emails marketing depuis Make. Par contre, ce que je fais, c'est qu'en fait, je les ajoute dans des systèmes qui me permettent ensuite de faire ces séquences emails-là. Et par exemple, si typiquement, j'ai des personnes qui réservent des appels, ils peuvent être sortis de certaines séquences emails pour les faire rentrer dans d'autres. Donc, c'est plutôt sur cette partie-là que je vais utiliser l'emailing. Mais pour le coup, ça ne sera pas directement dans Make. Après, Make permet de gérer les mails transactionnels, par exemple, sans problème via Brevo. Enfin, ouais. Même les choses possibles. Merci beaucoup, Ludovic. Merci beaucoup à vous. Moi, j'aime beaucoup tous ces sujets sur la formation. Là. Je faillis me perdre le coup. Et bien, Marin, on va pouvoir enchaîner avec toi, si t'es prêt. Oui. Hello à tous. Alors, moi, je suis le cofondateur de Polystudio. Donc, on est une agence de communication aux agences d'architecture. On fait de la création d'identité visuelle, de sites internet et on travaille sur la stratégie. On travaille sur des outils no-code comme Webflow, etc. Moi, je suis particulièrement friand de ces outils-là. Et on les utilise pour développer nos sites internet. Mais par contre, on utilise très rarement Make pour nos clients. Mais on l'a utilisé pour nous dans le but d'améliorer l'expérience de nos clients, notamment sur la partie Archirise, qui est la partie un petit peu productisée de notre création de site internet, où là, du coup, il y a des comptes clients, etc. Et on a utilisé, du coup, Make pour améliorer l'expérience client de l'onboarding jusqu'à la mise en place et même après pour mettre à jour leur compte utilisateur sur Webflow, pour mettre les ressources nécessaires à différentes étapes de leur création de site internet. Et ça commence même d'abord, donc je vais parler de 3 scénarios. Le premier, ça va être du coup, quand ils ne sont pas encore clients, qui remplissent un formulaire de contact sur une de nos pubs sur Facebook Ads. Donc, on envoie directement les infos dans notre Pipedrive, dans notre CRM, donc Pipedrive, où on va créer du coup la personne, l'organisation et le deal. Ça va nous envoyer à nous personnellement un message en Slack pour nous dire qu'on a eu une nouvelle demande d'information. Et dans nos chaînes aussi, ça va créer une to-do à faire pour qu'on les contacte rapidement. Ça va aussi rajouter généralement, c'est moi qui contacte les leads, donc ça va aussi rajouter dans mon téléphone le nom du contact et son numéro de téléphone.
Comme ça, souvent, quand ils nous rappellent, les architectes sont souvent très débordés, donc on a du mal à les avoir directement. Mais comme ça, quand ils nous rappellent, je sais qui ils sont et je peux retrouver la fiche rapidement. Donc ça va être le premier scénario, donc quand ils ne sont pas encore clients. Et alors celui-ci, qui peut paraître très complexe comme ça, en fait, il y a beaucoup de chaînes qui sont les mêmes. C'est juste que elles sont différentes en fonction du type de site qui a été choisi. Mais voilà, en gros, le scénario va être déclenché par un paiement Stripe qui va être effectué du coup sur notre site avec un lien de paiement Stripe. Ensuite, du coup, on va vérifier plus ou moins si le paiement a été effectué, etc. Et on va rediriger vers la chaîne correspondante en fonction du site choisi, du type d'accompagnement et voilà, c'est à peu près tout. Et donc, en gros, ça va automatiser un petit peu tout ce qui va être l'onboarding. Donc, c'est-à-dire que ça va envoyer une requête API à Webflow pour créer un compte utilisateur sur Webflow pour du coup ce nouveau client. Ça va aussi lui envoyer un mail de bienvenue. Ça va envoyer dans Notion, ça va créer dans Notion une page d'onboarding qui va devoir lui remplir derrière pour nous dire les modifications qu'on doit mettre en place sur le site internet, etc. On va ensuite, là, ça va être la to-do pour nous, des éléments à mettre en place. On va ici venir updater dans le compte client, du coup, l'URL de sa page onboarding pour qu'il puisse avoir sa page à lui directement. Et voilà, ça va nous envoyer ensuite des messages à nous pour nous dire, bah voilà, félicitations pour le nouveau client et vous avez ça à faire, traînez pas. Et là, ici, c'est simplement un décompte des sites parce que nos sites sont en édition limitée. Donc voilà, donc en fait, là, l'idée, c'était surtout bon, ça nous fait gagner pas mal de temps, mais aussi, ça nous permet d'accélérer l'expérience utilisateur. C'est-à-dire que du coup, directement, quand il clique sur acheter, bah, il a son mail de confirmation, il a son compte client. Voilà, comme on n'est pas sur une web app, voilà, ça nous permet de faire tout ça. Et après, le dernier scénario qui va être lui plus simple, beaucoup plus simple même, on va surveiller si l'utilisateur a mis des informations à jour sur son compte client, sur notre site, via Webflow. Et voilà, quand il a mis à jour, on va recevoir un message Slack avec les modifications qui ont été faites et pour qu'on mette en place l'étape suivante. Voilà, je ne sais pas où j'en suis, mais c'est à peu près tout ce que j'avais à présenter. Il nous reste 30 secondes. Il n'y a pas forcément une question là dans le chat, en tout cas. Mais merci beaucoup pour la présentation, Marin. Ouais, j'espère que ça a été assez clair. Ouais, il n'y avait pas de formation là-dedans, par contre. Hein. Ça va être mon running gag, à chaque fois, je vais vous le ressortir. Eh bien, merci beaucoup, Marin. Du coup, on peut ne pas prendre plus de retard et continuer. Ça va être au tour de Magali. On a un peu rush aussi là sur la fin. Il nous reste 2 personnes à passer, donc je te laisse y aller. Yes, merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation. Eh bien, écoute, ça va te faire plaisir, Amandine. On retourne dans la formation. Ouais. Donc, je suis responsable des projets pédagogiques dans un organisme de formation, ce qu'on appelle aussi chef de projet formation. Simplement, nous, nos clients, ce sont directement des apprenants. On n'a pas de clients, on a peu de clients, on va dire, entreprises. Et dans mon activité, moi, j'ai un gros travail, en fait, de traçabilité à mener et donc de la documentation à foison. Et cette documentation, ça peut être très, très pénible, en fait, de la remplir à la main. Il y a des choses qui sont très, très similaires. Donc, je vais pouvoir vous montrer notamment deux scénarios, alors qui sont bien plus restreints que ceux des collègues, qui sont beaucoup plus légers, mais qui, en fait, me font gagner énormément de temps. Le premier, en fait, c'est de simplement aller créer une arborescence Drive, puisqu'on travaille énormément sur Google Drive. On a besoin que tous nos modules de formation soient archivés, qu'on les ait sous le coude pour changer de LMS, par exemple. Et donc, du coup, bah, voilà, on est obligé de tout classer. Et en fait, je travaille uniquement sur des formations qui sont soit des titres professionnels, soit des diplômes d'État. Donc, c'est des formations longues. Et comme on travaille sur des modules de format 20 minutes, bah, ça nous fait énormément de dossiers et de sous-dossiers à traiter et à classer. Donc du coup là, voilà, j'ai une arborescence en fait à créer. Par exemple, j'ai un titre professionnel où j'ai 500 modules à créer, et donc ça veut dire un peu plus que 500 sous-dossiers, puisqu'il y a tous les dossiers intermédiaires également à créer.
Donc là, voilà, simplement, eh bien, j'ai ce qu'on appelle un tableau de séquençage. Donc, c'est la façon dont je vais aller découper un diplôme ou un titre professionnel. C'est un Google Sheet tout simplement dans lequel je vais aller récupérer des informations et je vais lui demander du coup de faire 2 choses. Dans un premier temps, d'aller créer le dossier du chapitre pour lequel je récupère donc son ID et ensuite d'aller créer le sous-dossier à l'intérieur de ce premier dossier. Voilà, à base de récupération de l'ID précédent. Et ensuite, ça nous envoie une requête, puisque en fait, j'avais élaboré mon scénario en 2 fois. Ça envoie une requête pour aller créer de la documentation en interne. Documentation, je vais vous montrer que j'ai remaniée depuis, donc on n'a plus besoin de la requête. En fait, à l'intérieur de chacun de ces sous-dossiers-là, je dois aussi rédiger à minima 3 documents qui sont toujours les mêmes. Alors, l'intérieur, le contenu n'est pas tout à fait la même chose, mais par contre, ils doivent exister dans chacun de nos sous-dossiers. Donc, vous voyez, 3 documents pour 500 modules. On a 1500 documents à générer pour chaque chantier de formation, parfois plus. Hein. J'ai des formations qui ont encore plus de modules. Bah, il faut les renommer, il faut les créer, il faut les renommer au nom du module et il faut remplir déjà quelques éléments pour que les ingénieurs pédagogiques puissent ensuite faire leur part du travail. Donc voilà, une deuxième automatisation qui permet d'aller encore une fois dans ce fameux séquençage qui est un petit peu ma bible au quotidien, d'aller récupérer des données et d'aller dans le bon sous-dossier créer à la fois une fiche récapitulative, une slide d'accueil du module et un storyboard dans lequel justement les ID des 2 premiers documents que je viens de citer doivent être intercalés aussi de manière à avoir une traçabilité complète de la documentation qu'on établit. Donc voilà, c'est très court, mais en même temps, ça me fait gagner beaucoup de temps puisque là, finalement, en fait, sur les 2 scénarios que je vous ai montrés, pour un chantier de formation qui est lancé, c'est un chantier qui est lancé pour 5 mois, mais c'est un travail qu'on doit faire en amont pour qu'ensuite les ingénieurs pédagogiques puissent travailler. Au cumulé, sur le premier, c'est 10 jours de travail gagnés. Et sur le deuxième, à terme, si je mets un formulaire pour que les ingénieurs pédagogiques puissent pré-remplir également certains éléments, on sera sur 15 jours facilement gagnés aussi. Donc c'est pas mal parce qu'on travaille aussi beaucoup avec des freelances, donc c'est autant de journées rentabilisées et sur lesquelles on peut leur confier d'autres missions aussi. Donc voilà, c'est un petit pas. Je fais partie des novices, mais voilà, petit à petit, j'automatise pas mal de choses. Il y a d'autres chantiers qui sont en cours parce que finalement, de la documentation, on en a tout le temps. Hein. Il y a aussi des contrats justement de prestations ou de CDDU qui sont à faire chaque mois ou presque. Donc voilà, il y a plein de choses qui sont en train d'être mises en place. Un onboarding aussi pour les ingépédas. J'ai entendu parler de onboarding tout à l'heure pour des freelances. Donc voilà, on est aussi un petit peu dans cette idée-là. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Donc on commence par quelques petites pierres et puis on avance. Voilà, et j'ai pas regardé le temps, mais je pense que ne pas avoir trop, voilà. Mais ouais, c'est trop cool. Je rebondis sur ce qui est dit dans le chat. Bravo de se lancer. C'est super cool aussi de voir des exemples qui sont plus jeunes, plus frais, et où je pense que quand on débute sur Make, c'est peut-être plus facile aussi de se projeter. Qu'en même temps, ça parle vachement là, ce que tu viens de nous montrer, et enfin, c'est ultra, enfin, terre à terre là tout de suite maintenant, ça apporte plein de choses. Donc c'est top. Merci beaucoup, Magali. Merci à vous tous. On devrait réussir à tenir notre temps, c'est incroyable, après 1 heure d'émission. François, du coup, je te laisse terminer pour cette table ronde. Avec plaisir, merci. Je viens de partager mon écran, c'est super. Donc bonjour à tous, moi je suis agent général d'assurance. Donc je suis plutôt un développeur citoyen, c'est pas le cœur de mon métier, même si je le fais pour ma propre entreprise. Là, je vous montre sûrement le scénario le plus bête que j'ai automatisé, mais celui qui a le plus de valeur pour moi. L'idée est toute bête, je gère une entreprise, un commerce classique, des gens nous appellent régulièrement. Quand ils nous appellent, il y a un gros sujet, surtout en ce moment, ils sont peut-être sous l'eau, littéralement, avec une bagnole, il y a peut-être une vraie urgence pour eux. Et j'ai un double sujet, on ne peut pas toujours décrocher, ce serait super. Et ma collaboratrice subit des fois des appels répétés de l'ordre de quelqu'un appelle 10 fois d'affilée. Si elle décroche pas, c'est qu'elle peut pas. C'est évidemment très stressant pour elle. Comment je fais pour m'assurer qu'en fait, pour ces clients-là, ils soient un peu moins en stress, ils aient conscience qu'on ait eu le message, et comment je montre à ma collaboratrice qu'en fait, je peux essayer de faire quelque chose pour elle? Bah, la réponse, c'est ce scénario-là. Donc, mon opérateur de téléphonie, c'est Ringover. Je récupère un webhook quand je rate un appel. Je le filtre, parce qu'évidemment, si c'est pas un téléphone portable, je peux plus faire grand-chose à ce stade-là.
Par contre, si c'est bien un appel manqué et si c'est bien un 06 ou un 07, je peux à ce moment-là renvoyer un texto qui n'est pas exactement le même si je suis ouvert ou fermé. Donc en fonction du scénario, j'ai un SMS qui part et ou qui dit bah tiens en fait on est ouvert, désolé j'ai fait le mieux possible mais j'ai raté ton appel, ou alors on est fermé, patiente un peu on va te rappeler demain. Et dans tous les cas, comme un SMS est un peu court, j'ai un tally qui est joint grâce à un mail avec une petite redirection qui permet aux gens de retrouver l'ensemble des informations utiles, donc les numéros notamment de l'assistance du service sinistre. Et en fait, ça nous a déjà permis de permettre à des gens que la tempête récente, par exemple, de faire appel à l'assistance un samedi à 22h. Bon, bah, évidemment, moi, je suis à la maison à ce moment-là, et donc de mettre en sécurité un bâtiment. J'ai le cas d'un garagiste, par exemple, qui venait de se prendre une voiture bélier. On lui avait tout vidé, mais il a pu rentrer chez lui en retrouvant le numéro de l'assistance en nous appelant et faire gardienner le bâtiment. Donc là, je ne gagne pas une minute, pour le coup. C'était pas du tout l'objet, mais je montre à ma collab qu'elle a de la valeur et j'essaie d'éviter de créer des irritants sans raison pour mes assurés. Et en fait, je peux pas chiffrer littéralement ce que ça représente, mais bon, ça a de la valeur. Et j'ai une deuxième automatisation à vous présenter, qui celle-ci est un petit peu atypique. Du coup, mon CRM ne me plaît pas. Il est livré par AXA et je peux pas automatiser pardon, l'import d'entreprise. Donc là, je viens de vous partager un nouvel onglet. Pardon, Amandine. J'ai un sujet. J'ai vu un prospect récemment qui avait 17 entreprises. C'est compliqué. J'ai besoin d'informations réglementaires pour l'intégrer. Donc, j'ai intégré l'API de Papers dans Notion qui me permet, en me servant de leur API d'une recherche toute bête qui est nom, prénom, date de naissance. Donc je vais appeler l'API de Papers, faire un filtre parce que leur API n'est pas assez fine. Donc je filtre que la date de naissance soit bien la bonne et ensuite faire une boucle sur chacune des entreprises, vérifier si elle existe dans Notion et puis sinon la créer. Et ça me permet en fait sur 3 critères de recherche. Alors la première, je la fais à la main évidemment pour trouver la date de naissance, hein, je ne l'ai pas toujours. Donc la première se fait à la main sur le site de Papers. Je trouve l'info qui m'intéresse et en quelques secondes, quelques minutes, ça dépend à quel point c'est complexe, je récupère l'ensemble des entreprises dont dans lesquelles le dirigeant est partie prenante et l'ensemble des pièces juridiques qui me permettent de remplir mes obligations de devoir de conseil et de connaissance client. Donc je récupère tous les bilans, les statuts existants et j'ai une fiche consolidée qui me permet, alors là pour le coup, cette recherche-là m'aurait pris quelques heures à la main parce que je dois ouvrir chaque entreprise une par une et vérifier et lire les éléments comptables. Alors qu'en fait, je récupère l'ensemble des infos, y compris les résumés directement. Donc voilà, celle-ci est beaucoup moins fréquente à l'usage, mais très rentable en temps, en économie. C'est tout bon pour moi. Et du coup, ce que je voulais rebondir sur ce qu'on a tous présenté. Je suis plutôt product builder. Du coup, la grande valeur de Make pour moi, c'est d'être capable de mettre en œuvre mes propres objets, mes propres sujets ou ma vision d'entrepreneur. Merci beaucoup, François. C'est vachement intéressant de voir tout. Ça a été mentionné dans le chat du stream, de voir tous ces cas d'usage différents dans des contextes aussi professionnels très différents. Et là, vous nous avez montré pas mal d'exemples, des choses très très simples comme des choses extrêmement complexes, ou au moins à la lecture qui peuvent faire un peu flipper, surtout quand on ne connaît pas trop. Mais c'est vachement intéressant de voir justement ces différents exemples, de voir qu'on peut démarrer petit sans problème et qu'au fur et à mesure, à force d'essayer, de tester, d'avancer, on peut aussi construire des choses beaucoup plus complexes qui peuvent aller... 144 jours d'économiser, c'est quand même énorme, cet exemple. Donc, ça montre que ça peut avoir un réel impact et une vraie économie aussi sur le business, mais en même temps, améliorer l'expérience, qu'elle soit collaborateur ou client. Parce que là, on a eu les deux cas, il y avait les onboarding, mais François, il y avait aussi l'expérience de ta collaboratrice. Moi, j'aime beaucoup en plus la partie expérience collaborateur-collaboratrice. On n'y pense pas souvent tout de suite, mais juste sans gagner de temps, déjà juste le fait d'avoir un quotidien plus confortable au travail, je pense que ça vaut déjà beaucoup. Merci à toutes et à tous, en tout cas, pour vos interventions, vos partages. Je vais relaisser la main à Pierre et à la petite... merci tout le monde. Pour moi, l'expérience collaborateur-collaboratrice, c'est un point extrêmement important. On entend souvent dire oui, alors il faut automatiser ce qui prend du temps sur les petites tâches que vous faites super souvent, soit des longues tâches. Mais en fait, des fois, il y a des tâches qu'on fait pas trop souvent et qui prennent pas trop de temps.
mais qui valent le coup d'être automatisées, parce que pour vous ou pour la personne qui l'a fait, ce sont les tâches qui sont hyper pénibles. C'est la tâche qui prend 10 minutes, mais qui te flingue ton énergie pour la journée. Moi, j'ai commencé le no-code comme ça. J'ai utilisé Zapier à l'époque, avant de passer à Make, pour automatiser des choses dans ma boîte, à l'époque où j'étais entrepreneur. Je détestais faire les factures, j'ai automatisé les factures, et d'un coup, ça m'a libéré vraiment. Pas tant que ça du temps, mais vraiment de l'énergie et de on va dire, de la charge mentale dans mon activité d'entrepreneur. On est beaucoup à commencer sur les factures, je crois. Ça a l'air d'être très loin comme sujet. C'est tellement horrible. Ok. Merci beaucoup, en tout cas, à vous pour vos témoignages. C'était très intéressant et les commentaires sont unanimes dans le chat. Et on passe donc, après un petit jingle, à la dernière table ronde de notre émission.